Madame, Monsieur, chers téléspectateurs et soutiens de TV Liberté, l'heure est venue pour moi de vous présenter, au nom du président de TVL, Philippe Millot, et de toute l'équipe de TV Liberté, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous le savons, elle sera sans nul doute éprouvante, difficile, mais son lot de combat sera autant d'occasions pour nous tous de nous révéler, de tenir et d'affronter les forces qui se dressent face à nous. Je suis convaincue que la brutalité du pouvoir en place est avant tout le signal de son crépuscule en cours. Les temps qui viennent seront déterminants et les obstacles que chacun d'entre nous, à son niveau dans sa vie quotidienne, rencontrera seront ardus, difficiles, décourageants même parfois. Mais la réussite de TV Liberté démontre que vous n'êtes pas seul, qu'un élan et une communauté existent. Malgré les obstacles et les attaques que nous avons subies, les téléspectateurs et les donateurs prouvent que nous sommes nombreux à vouloir une nouvelle ère respirable, un temps où notre indépendance, notre singularité et notre civilisation pourront à nouveau battre librement. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ensemble, nous devons continuer à ne rien céder aux mensonges, aux approximations, à la réécriture historique. Poursuivons notre chemin de droiture, de détermination, d'intégrité, sans jamais céder à la facilité. L'avenir nous oblige, vous et moi. Alors restez aux côtés de TV Liberté et marchons ensemble vers demain. Bonne année. Madame, Monsieur, bonsoir. Je profite de ce premier journal de 2026 pour vous souhaiter une bonne année sur TV Liberté. Et à la une de cette édition, le chaos du Nouvel An et l'histoire se répètent après 8 années de présidence Macron. La situation sécuritaire se détériore toujours. Nous poursuivrons ensuite avec la fin de tour d'horizon du bilan de l'année 2025 avec cette fois-ci l'Autriche. Et enfin, en Iran, la contestation face à la situation économique du pays se poursuit avec, en plus, des menaces de Donald Trump. Un nouvel an sous le signe de la violence. Comme tous les ans, la Saint-Sylvestre a été l'occasion de dégradations contre des biens et d'attaques contre des personnes. Toujours le même match, toujours les mêmes acteurs. Le chaos sécuritaire, l'autre échec d'Emmanuel Macron. Le réveillon de la Saint-Sylvestre l'a une nouvelle fois montré. L'incurie présidentielle en matière économique, sociale et internationale fait parfois oublier que les 8 ans de macronisme sont autant d'années d'inconséquences face à la montée de l'insécurité dans le pays. La nuit du Nouvel An 2025-2026 ne fait pas exception, bien que le ministère de l'Intérieur évoque une situation globalement plus calme que l'année précédente. Malgré le déploiement massif de 90 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire, les festivités ont dégénéré en plusieurs endroits, presque exclusivement dans les quartiers connus, avec un bilan qui reflète une augmentation des destructions matérielles, mais une relative diminution des affrontements directs annoncés officiellement. Au total, 1173 véhicules ont été incendiés contre 984 lors du passage à 2025, confirmant cette tradition interquartier qui transforme les rues en terrain de rivalité. En revanche, les autorités notent moins de prises à partie des forces de police, ce qui semble contredit par les remontées de terrain. Les interpellations ont également augmenté. 505 personnes ont été arrêtées sur le plan national, dont 403 placées en garde à vue, contre 420 et 310 respectivement l'année dernière. À Paris, 125 gardes à vue ont été enregistrés, impliquant majoritairement des hommes âgés de 17 à 53 ans, pour des délits allant des violences volontaires à la détention de produits psychotropes comme le protoxyde d'azote, très en vogue ces derniers temps. Le profil des personnes arrêtées n'a pas été plus détaillé, mais chacun se fera une petite idée du portrait robot. En Grande Couronne, l'Île-de-France a vu 99 véhicules brûlés, notamment dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, Trappes, où des tirs de mortier ont visé des policiers sans causer de blessés graves. C'est dans l'est de la France que les débordements ont été le plus intenses. À Strasbourg, dans les quartiers de la Méno, Königshofen et Honnehof, 101 véhicules ont été incendiés selon le syndicat Alliance. 30 interpellations ont eu lieu et 25 agents de police ont été blessés, souvent par des jets de mortier. Un appartement a même été détruit par un incendie provoqué par l'un de ces projectiles. À Mulhouse et Colmar, une vingtaine de voitures ont subi le même sort, accompagnées de tirs contre les forces de police et de l'incendie d'un dépôt de bonbonnes de protoxyde d'azote. D'autres villes comme Nice, Lyon, Rennes ou Reims ont rapporté des attaques similaires avec des policiers ciblés par des mortiers d'artifice. Au-delà
des destructions. Les violences ont causé des blessures graves, souvent liées à l'usage de ces engins pyrotechniques. Dans le Bas-Rhin, 9 victimes âgées de 18 à 44 ans ont souffert de mains ou doigts arrachés ou de plaies au visage. En Moselle, 5 blessés, dont un enfant de 13 ans, et dans le Haut-Rhin, 8 cas, incluant 2 mineurs de 12 et 13 ans. À Chelles, en Seine-et-Marne, un adolescent de 12 ans a perdu 3 doigts en manipulant un mortier nécessitant une hospitalisation d'urgence. Enfin, à Marseille, un homme de 36 ans a été retrouvé mort poignardé de 5 coups au thorax dans ce qui pourrait être un règlement de compte. Ces incidents soulignent une violence ritualisée qui s'invite chaque année. Le ministère de l'Intérieur met en avant une réaction ferme, mais pour cause, les arrestations ont grimpé. Pourtant, le bilan interpelle, des quartiers transformés en zone de guérilla, des enfants mutilés, des forces de police attaquées. Cette nuit du 31 décembre, loin d'être une simple fête, révèle l'échec total des années Macron en matière de sécurité. Et pour le dernier bilan 2025, cap sur l'Autriche. Après avoir remporté les élections de fin 2024, les populistes du FPE espéraient bien accéder à la chancellerie d'Autriche, mais c'était sans compter la mise en place d'une très large coalition pour les en empêcher. Nicolas de Lamberterie. La chancellerie d'Autriche, tant convoitée, était promise au FPE et à son chef de file Herbert Kickl, mais elle leur a finalement de nouveau échappé. Arrivé en tête des élections législatives fin 2024, pour la première fois de son histoire, le FPE pouvait naturellement espérer accéder à la chancellerie et non plus simplement au rôle de partenaire junior de coalition gouvernementale. Mais les négociations avec les conservateurs de l'EVP ont finalement échoué, ces derniers réclamant l'intérieur et les affaires étrangères, une demande jugée inacceptable par le FPE, qui voulait à tout prix éviter de revenir au pouvoir pour être totalement cadenassé par les conservateurs qui, bien qu'électoralement affaiblis, tiennent toujours de nombreux réseaux de pouvoir en Autriche. Et au final, les partis euromondialistes sont parvenus à s'entendre contre le FPE. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une coalition tripartite gouverne l'Autriche avec les conservateurs, les sociodémocrates et les libéraux du NEOS. Ancien proche collaborateur de Jörg Haider et ancien ministre de l'Intérieur lors du gouvernement de Sebastian Kurz, Herbert Kickl a sans doute préféré renoncer provisoirement à la chancellerie d'Autriche plutôt que d'arriver aux affaires dans de mauvaises conditions et rapidement se prendre les pieds dans le tapis, comme cela est souvent arrivé au FPE quand il se trouvait au gouvernement. Pour le moment, les intentions de vote ainsi que les élections régionales qui ont eu lieu depuis fin 2024 donnent raison à Kickl. Si des législatives avaient lieu demain, son parti approcherait les 40%, tandis que les conservateurs seraient laminés autour de 20%. Du point de vue de l'activité économique, l'Autriche connaît une croissance très faible du fait de l'état de l'Allemagne et des prix élevés de l'énergie. En ce qui concerne les investissements, on constate une réduction des investissements dans les infrastructures, notamment ferroviaires. Austérité oblige. Une marque de déclin qui ne trompe pas, même si les infrastructures autrichiennes sont loin d'être en aussi piteux état qu'en Allemagne. Notons d'ailleurs la mise en circulation fin 2025 d'un grand tunnel ferroviaire, le tunnel de Koralm, dans le sud du pays. En cette fin d'année, la ligne ferroviaire de Koralm, notamment son élément central, qui est le 6e plus long tunnel ferroviaire au monde reliant la Styrie occidentale à la vallée du Lavant Carinthie, a été inaugurée. Cette connexion est avant tout le résultat de l'action de Jörg Haider, notamment à l'époque du gouvernement FPE-EVP au début des années 2000. Le temps que prend un voyage en train entre Graz, capitale de la Styrie, et Klagenfurt, capitale de la Carinthie, est désormais très fortement réduit. La fin de l'année en Autriche a également été marquée par la première conclusion d'un feuilleton judiciaire, celui du magazine de tendance patriotique Die Aula, disparu en 2018. La justice a ressorti les anciens numéros du journal afin de traîner son ancien rédacteur en chef devant les tribunaux et de l'envoyer en prison. Le rédacteur en chef de la revue mensuelle patriotique Die Aula, Martin Pfeiffer, a été condamné à 4 ans de prison. La justice a passé au crible les numéros de la revue parus entre 2005 et 2018, alors que cette revue a été lancée en 1951 et a arrêté sa parution en juin 2018. La justice, après avoir passé au crible les articles, en a retenu 300,
les a placés un à côté de l'autre et a considéré, je cite, que la revue véhiculait des stéréotypes de propagande nationale-socialiste. Le parquet et l'accusé ont décidé de faire appel. Dernier grand sujet de l'année en Autriche en 2025, la question de la neutralité du pays. Depuis 1955 et le traité d'État, l'Autriche est un État qui se déclare neutre. Cette neutralité a permis en son temps de négocier avec les soviétiques leur retrait de la partie est de l'Autriche, qu'ils occupaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale au même titre que l'est de l'Allemagne. Raison pour laquelle l'Autriche n'est pas membre de l'OTAN, au contraire de la quasi-totalité de ses voisins, suisses exceptés. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, l'Autriche proscrit de façon stricte la double citoyenneté et que le service militaire a toujours été maintenu. Mais le conflit russo-ukrainien depuis 2022 a bien évidemment quelque peu changé la donne et la pression se fait grandissante pour une remise en question de la neutralité autrichienne. C'est ainsi qu'en 2023, l'Autriche a annoncé son intention de participer à un programme de défense anti-aérien piloté par l'Allemagne. Et surtout, à l'été 2025, la ministre des Affaires étrangères, la libérale Meinl Reisinger, a publiquement évoqué le fait qu'il faudrait peut-être ouvrir le débat sur l'adhésion de l'Autriche à l'OTAN. Si ce n'est pas la première fois que le sujet est évoqué dans le débat public autrichien depuis la fin de la guerre froide, cela a une résonance toute différente dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Depuis cet été, la question de l'adhésion de l'Autriche à l'OTAN n'a pas été remise en avant. Mais si l'hostilité entre les Européens et la Russie devait encore monter d'un cran, il est fort probable que ce sujet refera surface, tôt ou tard. Donald Trump menace l'Iran d'une intervention si des manifestants sont tués, alors que la mobilisation des commerçants a fait plusieurs morts et s'étend à tout le pays. Édouard Chano. Le chiffre vient des agences iraniennes. 6 personnes sont mortes hier 1er janvier dans l'ouest de l'Iran lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Parmi les victimes, un membre d'une milice affiliée aux gardiens de la Révolution et 5 civils. Le mouvement est parti le 28 décembre de la capitale. À Téhéran, les commerçants ont protesté contre l'hyperinflation qui dépasse les 50% sur un an et le marasme économique généralisé. Depuis 2008, les mouvements de contestation se font remarquer, mais celui-ci est-il dangereux pour l'État iranien? Pour Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, c'est la révolte de la misère. Alors la situation effectivement est sérieuse, mais il y a beaucoup de soulèvements en Iran, mais ils ne se ressemblent pas tous. Ce dernier soulèvement a surpris parce que c'est vraiment la révolte de la misère, c'est vraiment la révolte dépréciation de la monnaie, c'est là une révolte qui est liée aussi, qui a commencé, qui est comme point d'ancrage le bazar de Téhéran, un endroit qui est traditionnellement un foyer de la contestation au régime iranien, mais que des commerçants décident de fermer boutique, parfois de couper l'électricité dans des rues entières du bazar, avec une propagation de la contestation à d'autres marchands dans d'autres lieux de la ville. Ça, c'était nouveau. Ce soulèvement de la crise économique et le fait de personnes qui n'ont plus rien à perdre. Là réside le véritable danger pour le gouvernement iranien, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la question des exigences de réforme sociétale, par exemple, autour de la question du voile, mais celle-ci est nouvelle parce qu'elle montre que la société iranienne est à bout. Cette contestation sociale, plus que sociétale, comme les précédentes, les inquiète, à mon avis, et comporte beaucoup plus de danger pour eux que les révoltes précédentes. Le président Massoud Pezeshkian a appelé à résoudre le problème des moyens de subsistance des gens dans un discours télévisé. Depuis le début des protestations, le gouvernement en effet tente de jouer l'apaisement et reconnaît les revendications légitimes liées aux difficultés économiques, des difficultés largement dues bien sûr aux sanctions américaines qui étranglent le pays en ralentissant les exportations de pétrole. Les universités se sont rapidement jointes au mouvement qui touche désormais plusieurs villes moyennes du pays, dont l'Ordegane dans le sud-ouest où 2 personnes ont été tuées. Des manifestants ont jeté des pierres sur les bâtiments administratifs, dont le gouvernorat, la mosquée, la mairie et des banques. À Azna, dans l'ouest, les 3 autres morts ont été recensés et un groupe d'émeutiers aurait attaqué un commissariat de police, selon encore les agences iraniennes. C'est à Koultasht, aussi dans l'ouest, qu'un agent des forces de l'ordre a été tué, des jets de pierre y ayant aussi blessé 13 autres policiers.
Le président américain a, dans la foulée, affirmé ce 2 janvier sur Truth Social que les États-Unis viendraient en aide aux manifestants pacifiques s'ils étaient violemment tués. Nous sommes prêts, armés et parés à intervenir, a-t-il menacé, une menace 6 mois après les frappes ayant visé les sites nucléaires iraniens lors de la guerre Israël-Iran. Pour Régis Le Sommier, il s'agit là d'une simple pression américaine, mais la menace israélienne n'est jamais loin. La question de l'année passée était différente, encore que tout est lié, mais a représenté beaucoup de problèmes pour Donald Trump. D'abord, en premier lieu, vis-à-vis de sa base. On se souvient que même le défunt Charlie Kirk est allé voir Donald Trump à la Maison-Blanche, l'enjoignant de ne pas intervenir en Iran. Il avait frappé, mais il restait dans le camp de la paix. Là, c'est plus compliqué pour Trump, qui en plus a la tentation d'intervenir aussi au Venezuela. On interviendra, il le dit, et avec Trump, on a appris qu'il ne fallait pas s'en tenir aux mots. Il y a une logique derrière, il y a plutôt une volonté d'exercer une pression pour obtenir, on va dire, des résultats, en l'occurrence pour l'Iran, la fin et l'abandon du programme nucléaire iranien. Ensuite, il y a aussi la question du rapport entre Trump et Netanyahou et des intérêts israéliens dans la région. Et on sait que Netanyahou encourage et souhaite ouvertement un changement de régime en Iran, un changement de régime qui est voulu, qui est suscité, qui est encouragé et qui du coup est utilisé par le régime pour dire regardez, toute manifestation est forcément instrumentalisée par Israël, possède derrière les agents du Mossad qui essayent de fomenter des coups. Car toujours dans la politique iranienne, l'ombre d'un conflit avec l'État hébreu ne s'estompe jamais, alors que les agents du Mossad ont éliminé de nombreux dignitaires iraniens ces derniers mois. La justice iranienne a d'ailleurs mis en garde contre toute tentative de déstabilisation, notamment en cas d'ingérence étrangère. L'agence Tasnim a rapporté le 31 décembre au soir l'arrestation de 7 personnes décrites comme affiliées à des groupes basés aux États-Unis et en Europe et hostiles à la République islamique. Toujours selon l'agence, ces suspects sont accusés d'avoir pour mission de transformer en violence les manifestations. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Cyberattaque, la série noire continue. Les services en ligne de la Poste et de la Banque Postale ont été rétablis seulement jeudi en fin d'après-midi après une cyberattaque par déni de service qui les a paralysés depuis 3h15 du matin. Cette attaque, d'une ampleur inédite, a généré des milliards de tentatives de connexion par seconde, saturant les serveurs sans intrusion ni vol de données. C'est la deuxième attaque en une semaine après celle revendiquée par un groupe pro-russe pendant Noël, qui avait perturbé le suivi des colis sans affecter les livraisons. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris, confiée à la DGSI. Près d'un quart des Français prévoient de participer au Dry January 2026, selon un sondage exclusif YouGov pour le Huffington Post. Ce défi, né au Royaume-Uni et popularisé en France depuis 2020, consiste à s'abstenir d'alcool du 1er au 31 janvier pour questionner son rapport à la boisson. Les 25-34 ans sont les plus motivés avec 47%. 21% réitérant l'expérience. Les motivations principales sont la santé, les économies ou encore la perte de poids. 59% des gens interrogés le font en groupe. Une cathédrale du 5e siècle découverte à Vence dans les Alpes-Maritimes, une découverte archéologique majeure qui bouleverse la campagne des municipales de mars 2026. Des fouilles préventives ont mis au jour cette cathédrale paléo-chrétienne du 5e siècle avec un baptistère exceptionnel et des sépultures d'évêques. Ce site, situé sous l'ancien hôtel de ville, est considéré comme l'un des plus importants témoignages du christianisme primitif en France. Le maire sortant, Régis Lebigre, d'hiver droite, défend un projet mixte, un musée archéologique sur les 2/3 du site complété par des halles commerciales limitées. Ses opposants, dont Anne Satonnet, LR et Patrick Salzo, sans étiquette, dénoncent un entêtement et plaident pour une valorisation purement touristique et culturelle. L'issue de ce débat historique et urbanistique pourrait bien se jouer dans les urnes. La construction dans le dur, la construction de logements neufs en France continue de décliner avec une chute de 22,2% des mises en chantier sur les 12 mois à fin novembre 2025 par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. En novembre, les ouvertures de chantier reculent de 1% à 25 419 après un rebond printanier. Les autorisations baissent de 3,8%. Tiré par les collectifs, moins 7,8% sur un an. Les permis chutent de près de 10%. Cette crise depuis 3 ans s'explique par le trop-plein de normes, mais aussi la hausse des coûts, des taux d'intérêt et la fin du Pinel décourageant investisseurs et ménages. L'actualité internationale en bref.
Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est dit prêt ce 2 janvier à engager des discussions avec Donald Trump. Il propose un dialogue sérieux et concret centré sur la lutte contre le narcotrafic. Maduro néanmoins rejette les accusations américaines le liant à un vaste réseau de drogue, y voyant une volonté de s'emparer des réserves pétrolières du Venezuela. Il se montre ouvert à des investissements américains dans le pétrole comme avec Chevron et à des accords économiques. Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte tension. Washington a durci ses sanctions et mené 35 frappes maritimes contre des navires suspectés de trafic. Trump a revendiqué la destruction d'installations portuaires vénézuéliennes utilisées par les cartels. Maduro critique l'usage de la menace et de la force par les États-Unis tout en appelant à un échange rationnel. Drame et stupéfaction en Suisse. Un incendie dévastateur a ravagé le bar La Constellation à Crans-Montana en Suisse lors de la Saint-Sylvestre, causant une quarantaine de morts et environ 115 blessés, dont de nombreux grands brûlés. Le Conseil d'État a décrété l'état de situation particulière. L'enquête révèle que l'incendie a provoqué une explosion et un embrasement généralisé sans que l'explosion en soit la cause. Les victimes sont essentiellement des jeunes, parfois mineurs. La France a apporté une aide médicale face à l'ampleur de la tragédie. Kiev revendique avoir simulé la mort de Denis Kapoustine, commandant russe du corps des volontaires russes RDK, engagé aux côtés de l'Ukraine et accusé de néonazisme par Moscou. Annoncé tué le 27 décembre par un drone russe dans le secteur de Zaporizhzhia, cette mort aurait été une mise en scène. L'opération menée pendant plus d'un mois par les services de renseignement militaires ukrainiens, le GUR, aurait visé à démasquer des agents russes pour percevoir la mise à prix de $500 000 pesant sur la tête de Kapoustine. La Russie n'a pas encore répondu aux allégations de l'Ukraine. Une héritière pour la Corée du Nord. Pour la première fois, Kim Yoo-hae, la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, s'est rendue au mausolée des anciens leaders à Pyongyang. Cet événement symbolique a eu lieu le 2 janvier 2026, selon les images diffusées par l'agence officielle KCNA. Accompagnée de son père et de hauts responsables du régime, elle a visité le palais du soleil des Kumsusan. Ce lieu sacré abrite les dépouilles embaumées de son grand-père Kim Jong-il et de son arrière-grand-père Kim Il-sung, fondateur de la dynastie. Apparue publiquement dès 2022, elle a multiplié les sorties officielles, y compris un voyage à l'étranger en 2023. En 2024, les médias d'État l'ont élevé au titre honorifique de Yang-do, réservé aux potentiels successeurs. Ce soir, un nouveau numéro de cette année-là et demain, pour le Samedi politique, Élise Blaise reçoit Jacques Sapir pour évoquer les racines de la guerre en Ukraine et son issue incertaine. Dimanche, Terre de Mission et lundi, dès 7h, un zoom avec Jean-Pierre Maugendre sur les bienfaits de la lecture. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.